Imaginez un monde où les plus grands monuments de l'humanité sont frappés d'aphasie. Imaginez les pyramides de Gizeh, le temple de Luxor ou le Sphinx, dressés sous un soleil de plomb, couverts de haut en bas d'une écriture élégante, complexe, omniprésente, mais que personne, absolument personne sur la planète, ne sait plus lire. Pendant 1500 ans, l'Égypte ancienne n'a pas été une histoire, elle a été une énigme visuelle, un décor de théâtre dont on avait perdu le texte. Le dernier homme capable de déchiffrer les hiéroglyphes s'est éteint quelque part au IVe siècle de notre ère, sur l'île de Philae. Après lui, le rideau tombe. Le christianisme puis l'islam recouvrent la terre des pharaons, et les lettres sacrées deviennent, aux yeux des hommes, des signes magiques, des talismans occultes ou, pire, des gribouillages démoniaques. Pour les savants de la Renaissance et des Lumières, ces oiseaux, ces serpents et ces sceptres gravés dans le granit ne sont pas des sons, mais des idées pures. On croit que l'image d'un lièvre signifie la vitesse, qu'un œil représente la vigilance de Dieu. C'est une forêt d'erreurs où même les plus grands esprits, comme le jésuite Athanase Kircher, se perdent corps et âme, produisant des traductions totalement fantaisistes qui confinent au délire mystique. En cette fin de XVIIIe siècle, l'Égypte est une province oubliée de l'Empire ottoman, un désert de poussière où les Bédouins campent à l'ombre de colosses dont ils ignorent les noms. Les voyageurs européens qui s'y aventurent décrivent des ruines grandioses mais muettes. On mesure la base de la grande pyramide, on dessine les obélisques, on s'émerveille devant la précision des reliefs. Mais le sens profond de cette civilisation reste prisonnier de la pierre. L'histoire de l'humanité commence alors officiellement avec la Bible et la Grèce. Tout ce qui précède est noyé dans les brumes de la mythologie. Pourtant, le temps du silence touche à sa fin. En France, un jeune général corse au regard d'acier prépare une expédition qui ne ressemble à aucune autre. Napoléon Bonaparte ne part pas seulement conquérir une terre, il part exhumer un passé. Mais alors que ses soldats s'apprêtent à fouler le sable, ils ignorent qu'ils vont déterrer un objet qui va déclencher la plus grande guerre intellectuelle du siècle. Une pierre noire, brisée, qui attendait son heure depuis 2 millénaires sous les décombres d'un vieux fort de la côte méditerranéenne. Le destin de l'Égypte va basculer à Rosetta, mais la clé du mystère, elle, va naître dans le cœur d'un enfant de province qui n'a pas encore vu le jour. Car pour forcer le secret des pharaons, il ne faudra pas une armée mais un génie. Juillet 1799. Dans la chaleur étouffante du delta du Nil, près de la ville de Rachid, que les Français appellent Rosette, les hommes du lieutenant Pierre-François Bouchard s'échinent à renforcer les fondations du vieux fort Julien. C'est un travail de routine, ingrat, sous un soleil qui calcine les uniformes. Soudain, le fer d'une pioche heurte une résistance inhabituelle. Ce n'est pas le calcaire friable du désert, mais un bloc de granodiorite noir, dense, massif, pesant près de 760 kilos. Bouchard s'approche, il fait brosser la pierre. Ce qu'il découvre sous la poussière millénaire lui glace le sang. La face polie du monument est couverte d'écritures. En haut, des hiéroglyphes mystérieux, au milieu, une écriture cursive inconnue, et en bas, du grec ancien. L'intuition de l'officier est fulgurante. Si le texte du bas dit la même chose que celui du haut, alors le monde vient de retrouver sa mémoire. C'est la pierre de Rosette. Mais la joie est de courte durée. La campagne d'Égypte de Bonaparte tourne au désastre militaire. En 1801, les Français capitulent à Alexandrie face aux Britanniques. Le traité de reddition est impitoyable. L'article 16 stipule que toutes les antiquités collectées par les savants français deviennent la propriété de Sa Majesté le roi Georges III. La pierre de Rosette est le joyau de ce butin. Une scène surréaliste éclate alors. Le général français Menou tente de cacher la pierre dans ses bagages personnels, affirmant qu'elle lui appartient. Les Anglais ne sont pas dupes. Le colonel Turner dépêche un détachement pour saisir l'objet. Les savants français, fous de rage, menacent de brûler leur collection d'histoires naturelles et de jeter leurs notes à la mer plutôt que de les livrer. Plutôt la destruction que le déshonneur, hurle-t-il. Finalement, un compromis étant trouvé, les Anglais emportent la pierre physique à Londres où elle se trouve encore aujourd'hui au British Museum. Mais les Français parviennent à en faire des moulages et des copies à l'encre. C'est le début d'une guerre de l'ombre. La pierre est à Londres, mais ses doubles circulent dans toute l'Europe. Les plus grands esprits du siècle se jettent sur ces gravures comme des loups sur une proie. On pense que l'énigme sera résolue en quelques semaines. On ignore qu'elle résistera encore 20 ans. Car pour briser ce code, il ne suffira pas de connaître le grec ou l'histoire. Il faudra un homme capable de penser comme un Égyptien d'il y a 3000 ans, et cet homme, pour l'instant, n'est qu'un enfant de 9 ans qui regarde les étoiles depuis sa petite ville du Lot. On l'appelle l'Égyptien, bien avant qu'il ne sache situer le Nil sur une carte.
Jean-François Champollion naît à Figeac le 23 décembre 1790, alors que la France est en pleine ébullition révolutionnaire. La légende raconte que sa mère, malade, fut guérie par un sorcier qui lui prédit la naissance d'un fils dont la gloire traverserait les siècles. Plus troublant encore, l'enfant naît avec des pupilles jaunes et un teint si basané, presque cuivré, que son entourage s'étonne de cette apparence venue d'ailleurs. Fils d'un libraire ruiné et colérique, Jean-François ne ressemble pas aux autres enfants. Il ne joue pas, il dévore. À 5 ans, il apprend seul à lire en comparant les textes imprimés qu'il a mémorisés avec les récits qu'on lui fait. Mais le véritable séisme de sa vie se produit en 1802, à Grenoble. Il a 11 ans. Son frère aîné, Jacques-Joseph, l'introduit auprès du préfet de l'Isère, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Ce dernier est un illustre mathématicien qui a fait partie de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Dans le cabinet du préfet, le jeune garçon reste pétrifié devant une collection de papyrus et de stèles rapportées des rives du Nil. Les signes serpentent, dansent, le narguent. « Est-ce qu'on peut lire cela » demande-t-il d'une voix fluette. « Non » répond Fourier. « Personne au monde ne le peut. » L'enfant lève les yeux vers le savant et, avec une assurance qui glace l'assistance, lâche cette phrase qui va sceller son destin. « Eh bien, je le lirai. Quand je serai grand, je le lirai. » Dès cet instant, la vie de Champollion devient une course contre la montre. Il ne veut pas seulement apprendre, il veut absorber tout ce qui pourra l'aider à briser le code. À 16 ans, il maîtrise déjà l'hébreu, l'arabe, le syriaque, le chaldéen et le chinois. Mais sa passion dévorante se porte sur le copte, cette langue liturgique des chrétiens d'Égypte qu'il soupçonne être le dernier vestige parlé de la langue des pharaons. Patwat Angelosan. « Je parle copte à moi-même », écrit-il à son frère. Il s'imprègne des sons, des structures, convaincu que si les hiéroglyphes ont une voix, c'est celle-là. En 1807, à l'âge où les jeunes gens songent à leur carrière ou à leurs amours, Jean-François présente un mémoire sur la géographie de l'Égypte devant l'Académie de Grenoble. Les vieux savants, stupéfaits par l'érudition de ce gamin de 16 ans, l'élisent de membre de l'institution sur-le-champ. Le prodige est prêt pour le grand saut, Paris. Mais dans la capitale, les salons sont des nids de vipères et les savants officiels n'aiment pas qu'un provincial vienne piétiner leur plate-bande. Le combat ne fait que commencer. On ne déchiffre pas l'histoire seule. Derrière l'étincelle du génie de Jean-François, il y a un foyer entretenu avec une abnégation totale. Son frère aîné, Jacques-Joseph Champollion, que l'on surnomme Figeac. Sans cet homme, le nom de Champollion ne serait aujourd'hui qu'une note de bas de page dans les registres d'un cimetière provincial. Jacques-Joseph est l'architecte de la réussite de son cadet. Il est son bouclier, son banquier et son premier disciple. En 1807, les deux frères s'installent à Paris. La capitale est impitoyable pour les provinciaux sans fortune. Alors que Jean-François s'enferme dans des chambres froides et humides pour étudier 18 heures par jour, Jacques-Joseph se démène. Il travaille comme secrétaire, court les salons, sollicite des protections politiques et sacrifie sa propre carrière d'helléniste pour financer les livres et les besoins de son petit. Le pacte est scellé. L'un apportera la gloire au nom de famille, l'autre lui en donnera les moyens. La vie de Jean-François à Paris frôle la misère noire. Ses chaussures sont percées, son manteau est élimé, et il saute souvent des repas pour s'offrir un dictionnaire rare. « Je suis sec comme un parchemin », écrit-il avec humour à son frère. Mais dans son esprit, il n'est pas à Paris. Il est à Thèbes, il est à Memphis. Il fréquente assidûment le Collège de France et la Bibliothèque impériale, où il s'attire la méfiance de Sylvestre de Sacy, le maître incontesté des langues orientales de l'époque. De Sacy voit d'un mauvais œil ce jeune insolent qui prétend réussir là où tous les académiciens en place ont échoué. Jacques-Joseph, lui, gère l'image de son frère comme un stratège. Il corrige ses manuscrits, tempère ses ardeurs colériques et le pousse à publier ses premières recherches sur la géographie de l'Égypte. Il sait que le temps presse, car si la France possède les meilleurs cerveaux, elle n'a plus l'original de la pierre de Rosette, restée aux mains des Anglais. C'est alors qu'une nouvelle parvient à Paris, jetant un froid glacial sur les ambitions des deux frères. Un homme de l'autre côté de la Manche vient de publier des travaux révolutionnaires. Il est riche, il est célèbre, il est membre de la Royal Society. Il s'appelle Thomas Young. Le duel pour l'éternité vient de commencer et l'adversaire dispose d'une arme que Jean-François n'a pas, le contact direct avec la pierre sacrée. Écoutez ce murmure qui s'élève des églises du Vieux-Caire, ce chant guttural et lancinant qui résonne sous les voûtes depuis des siècles. Pour le commun des mortels, ce n'est que la liturgie des chrétiens d'Égypte.
Pour Jean-François Champollion, c'est la voix des pharaons qui refusent de mourir. En 1808, alors qu'il dépérit dans sa mansarde parisienne, le jeune homme a une intuition qui va balayer des siècles de préjugés. Et si l'Égyptien ancien n'avait jamais disparu? Et si le copte, cette langue religieuse encore parlée par une minorité, n'était que l'ultime métamorphose de la langue de Ramsès? Pendant que ses rivaux européens s'épuisent à compter les pattes des oiseaux gravés sur la pierre de Rosette en y cherchant des symboles métaphysiques, Champollion, lui, s'immerge dans les sons. Il traque les prêtres coptes exilés à Paris, comme l'abbé Cheftichy, un homme au visage parcheminé qui lui apprend les subtilités d'une grammaire oubliée. Jean-François devient un possédé. « Je me livre entièrement aux Coptes », écrit-il à son frère. « Je veux savoir l'égyptien comme mon français, car sur mon futur travail sur les papyrus hiéroglyphes, je compte là-dessus. » Il va jusqu'à se parler à lui-même en copte dans les rues de Paris, notant avec une excitation fiévreuse les correspondances entre les mots. Il comprend que le mot copte pour « soleil », Re, ressemble étrangement au nom du dieu Ra. Il réalise que cette langue n'est pas un code abstrait, mais un organisme vivant qui a survécu aux invasions grecques, romaines et arabes en se réfugiant dans les monastères du désert. Le copte est le fil d'Ariane qui va le guider dans le labyrinthe des signes. C'est une révolution méthodologique. Là où les autres voient des rébus, Champollion commence à entendre une musique. Mais la route est encore longue. Il possède la langue, mais il ne possède pas encore la clé de l'écriture. Les hiéroglyphes restent des dessins obstinément muets. Sont-ils des lettres, des syllabes, des idées? Alors qu'il progresse pas à pas, une nouvelle tombe comme un couperet, à Londres, le physicien Thomas Young vient de publier un article où il affirme avoir déchiffré plusieurs noms royaux. Il utilise une méthode purement mathématique, sans se soucier de la langue. Le monde savant applaudit. Pour Champollion, le choc était brutal. Le génial anglais vient de lui voler la priorité. Mais dans son désespoir, Jean-François remarque une faille dans le système de Young, une faille minuscule qui pourrait bien être la porte d'entrée vers la vérité absolue ou vers sa propre chute. D'un côté de la Manche, un gentleman accompli, membre de la Royal Society, physicien de génie ayant découvert la nature ondulatoire de la lumière, Thomas Young. De l'autre côté, un provincial enragé, souvent sans le sou, dévoré par une obsession monomaniaque, Jean-François Champollion. Le duel qui s'engage autour de 1814 n'est pas seulement une querelle de savants, c'est un affrontement entre deux mondes, deux méthodes et deux tempéraments. Thomas Young aborde la pierre de Rosette comme un mathématicien. Pour lui, le déchiffrement est une affaire de statistiques et de probabilités. Il remarque avec une sagacité brillante que certains signes entourés d'un anneau ovale, les cartouches, correspondent forcément à des noms de rois. En comparant le texte grec et le texte égyptien, il parvient à isoler les lettres du nom Ptolémée. C'est une avancée historique. Mais Young bute sur un dogme que personne n'ose alors remettre en question. Pour lui, les hiéroglyphes sont des symboles d'idées et ils ne deviennent phonétiques, des lettres, que par nécessité, uniquement pour écrire les noms des conquérants étrangers, comme les Grecs. Champollion, tapi dans l'ombre, observe les travaux de son rival avec un mélange de respect et d'agacement électrique. Il admire l'intuition de Young sur les cartouches, mais son instinct de linguiste hurle que l'anglais fait fausse route. Pourquoi les Égyptiens auraient-ils inventé un système aussi complexe juste pour dessiner des concepts, tout en étant capables d'écrire phonétiquement quand cela les arrangeait? Pour Jean-François, le système doit être cohérent, global, organique. Pendant que Young multiplie les découvertes géniales mais éparses entre deux expériences d'optique, Champollion s'enfonce dans une ascèse totale. Il vit dans une chambre de bonne à Paris, entouré de milliers de fiches, comparant chaque trait, chaque bec d'oiseau, chaque bras tendu. Il pressent que le secret n'est pas dans une froide logique mathématique, mais dans la structure même de la langue copte qu'il maîtrise mieux que quiconque. Le duel atteint son paroxysme en 1821. Young publie ses résultats dans l'Encyclopædia Britannica, revendiquant la victoire. Champollion est au bord du gouffre, soupçonné par certains de plagiat, ignoré par d'autres. Il lui manque une preuve irréfutable, un second nom propre qui confirmerait sa théorie et briserait le plafond de verre de Young. C'est alors qu'un voyageur anglais, William John Bankes, rapporte d'Égypte un obélisque découvert à Philae. Sur son socle du grec, sur sa colonne des hiéroglyphes. Et dans les cartouches, un nom de reine qui va tout faire basculer, Cléopâtre. La clé est là, à portée de main, mais elle ne livrera son secret qu'à celui qui osera commettre un sacrilège intellectuel. Croire que les hiéroglyphes sont, au fond, une simple alphabet sonore.
Imaginez une chambre où les murs disparaissent sous des milliers de petits bouts de papier, de calques et de fiches manuscrites. Nous sommes en 1821, au cœur de Paris, et dans cette cellule d'études, Jean-François Champollion est en train de perdre la raison, ou de trouver la vérité. Il ne dort plus, il mange à peine, ses yeux brûlent d'une fièvre jaune qui inquiète son entourage. Il est entré dans le labyrinthe des signes, et chaque couloir semble déboucher sur un mur de pierre. La question qui le hante est celle qui a terrassé tous les savants depuis le IVe siècle. La nature du signe. Est-ce un dessin, un idéogramme qui représente une idée, ou est-ce une lettre, un phonogramme qui représente un son? L'Europe entière crie « du-dé-dé ». En une idée, le dogme est absolu. Les anciens Égyptiens étaient trop sages pour s'abaisser à un simple alphabet. Leurs signes devaient être des rébus métaphysiques. Mais Champollion, avec une patience de bénédictin, se livre à un exercice de détective inédit. Il compte. Il prend la pierre de Rosette et compare scrupuleusement les deux textes. Le constat est foudroyant, mathématique, indiscutable. Pour traduire les 486 mots du texte grec, les graveurs égyptiens ont utilisé 1419 hiéroglyphes. C'est le déclic. Si chaque signe était une idée, il y aurait à peu près le même nombre de signes que de mots grecs. S'il y en a 3 fois plus, c'est que les hiéroglyphes ne sont pas des concepts, mais des briques élémentaires. Ils sont, au moins en partie, phonétiques. Ils servent à construire des sons, comme nos lettres. Mais alors pourquoi tant de complexité? Pourquoi ces oiseaux, ces bras tendus, ces yeux qui vous fixent? C'est ici que le génie de Champollion dépasse celui de Thomas Young. L'anglais pensait que le phonétisme était une exception réservée aux noms des rois étrangers. Jean-François, lui, commence à soupçonner une vérité bien plus vertigineuse. Le système hiéroglyphique est un alliage monstrueux et magnifique. C'est une écriture qui est tout à la fois figurative, symbolique et phonétique. Dans un même mot, un signe peut se lire comme un son, un autre comme une image, et un dernier comme une clé silencieuse pour donner le contexte. C'est un système hybride, unique dans l'histoire de l'humanité. Mais pour le prouver au monde, pour faire s'écrouler 2000 ans d'erreurs, il lui faut une preuve ultime. Il lui faut un nom. Pas un nom grec, comme Ptolémée ou Cléopâtre, car ses détracteurs diront toujours « c'est une exception ». Il lui faut un nom égyptien pur, un nom de pharaon né sur les bords du Nil, bien avant l'arrivée des Grecs. Le 14 septembre 1822, un courrier arrive sur son bureau. Ce sont des copies de bas-reliefs du temple d'Abou Simbel. Champollion pose ses yeux sur un cartouche inconnu. Son cœur s'arrête. Il reconnaît un signe, un disque solaire. En copte, le soleil se dit Ra. 14 septembre 1822. Le calendrier de l'histoire s'arrête de respirer pendant quelques secondes. Dans sa petite chambre de la rue Mazarine, à Paris, Jean-François Champollion est penché sur des copies de bas-reliefs envoyées par l'architecte Huyot, tout juste revenu d'Abou Simbel. Ses mains tremblent, ses yeux brûlés par des nuits de veille se fixent sur un cartouche royal qui ne ressemble à rien de ce qu'il a étudié jusqu'alors. Ce n'est pas un nom grec, ce n'est pas un nom romain, c'est le nom d'un pharaon pur, d'une antiquité abyssale. Le premier signe est un disque rouge, le soleil. Champollion interroge son cerveau saturé de copte. Le soleil se dit Ra. Le dernier signe est un double crochet qu'il a déjà identifié dans le nom de Ptolémée. C'est un S. Au milieu, un signe étrange, une sorte de fourche à 3 dents. Il fouille ses dictionnaires, ses notes, ses souvenirs des manuscrits coptes. Il sait que le verbe « mettre au monde », enfanter, se dit « mess ». Soudain, les pièces du puzzle s'assemblent dans un éclair de génie pur. Ra-Messès, Ramsès, le nom du plus grand des pharaons, celui dont la Bible elle-même gardait le souvenir, vient de sortir du silence de la pierre. Mais est-ce un hasard? Il jette ses yeux sur un autre cartouche. Un ibis, l'oiseau sacré du dieu Thoth. Puis à nouveau le signe « Mess ». Thothmès, Toutmosis. Le mur est tombé. Le dogme des siècles vient de voler en éclats. Les hiéroglyphes ne sont pas des rébus magiques réservés aux prêtres, ils ne sont pas non plus un simple alphabet pour les envahisseurs grecs. C'est un système total, magnifique, qui mêle l'image et le son, le symbole et la lettre. L'Égypte ancienne vient de retrouver sa voix. Elle n'est plus une curiosité de musée, elle est une civilisation qui parle à nouveau. Submergé par une émotion trop vaste pour son corps épuisé, Champollion ramasse ses feuilles de papier. Il ne sent plus la faim, il ne sent plus la fatigue. Il court à travers les rues de Paris, bousculant les passants, porté par une transe mystique. Il arrive en trombe à l'Institut de France où son frère, Jacques-Joseph, travaille.
Il franchit la porte, les traits décomposés, les yeux fous. Il jette ses notes sur le bureau et écrit cette phrase qui restera gravée dans l'histoire des sciences « Je tiens l'affaire ». Puis le silence. Son visage devient livide. Ses jambes se dérobent. Sous le choc de sa propre découverte, le génie s'effondre. Jean-François Champollion tombe dans un coma profond qui va durer 5 jours. Paris ignore encore que l'éternité vient d'être conquise, et son conquérant semble avoir payé le prix ultime pour avoir volé le secret des dieux. Le 27 septembre 1822, l'atmosphère sous la coupole de l'Institut de France est électrique. Jean-François Champollion, encore pâle, les traits tirés par sa récente convalescence, s'avance devant un parterre de savants en perruque et d'académiciens austères. Dans sa main, il serre un manuscrit qui va agir comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de l'archéologie. La célèbre lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'assistance est prestigieuse, mais un homme au premier rang attire tous les regards, Thomas Young. Le rival anglais est là, silencieux, prêt à juger celui qu'il considère encore comme un disciple talentueux, mais un peu trop exalté. Champollion commence sa lecture. D'une voix qui s'affermit au fil des pages, il expose sa découverte. Il ne se contente pas de traduire des noms, il révèle la structure intime de l'écriture égyptienne. C'est un système complexe, explique-t-il, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. Le silence est de plomb. Champollion démontre, preuve à l'appui, que les hiéroglyphes ne sont pas de simples rébus, mais une langue vivante, capable d'exprimer les nuances de la pensée et les détails de l'administration impériale. Il déchiffre les titres des empereurs romains, puis remonte le temps jusqu'aux Ptolémées, avant de plonger dans l'antiquité profonde des pharaons égyptiens. À mesure qu'il parle, le mur de 15 siècles de silence s'écroule. L'égyptologie, en tant que science moderne, vient de naître sous les yeux d'un public médusé. Mais si le monde savant applaudit, une autre puissance commence à s'inquiéter. L'Église. En rendant la parole aux pierres du Nil, Champollion ouvre une boîte de Pandore chronologique. Si les listes de rois égyptiens remontent à 3 ou 4 000 ans avant notre ère, que devient le récit biblique du déluge ? Les autorités religieuses observent avec méfiance ce jeune homme qui, en déchiffrant des noms, risque de briser la chronologie sacrée de la Genèse. La gloire est immédiate, mais elle est fragile. Les critiques pleuvent, les accusations de plagiat circulent dans les salons londoniens et parisiens. Champollion sait que, pour faire taire les sceptiques et valider définitivement sa méthode, il ne peut plus se contenter de copies et de moulages de seconde main. Il a déchiffré l'Égypte sur le papier, il doit maintenant la confronter dans la réalité. Le sable du désert l'appelle. Mais comment convaincre le roi de France de financer l'expédition d'un homme que beaucoup considèrent encore comme un révolutionnaire dangereux ? Imaginez un homme qui a passé 20 ans de sa vie enfermé dans des bibliothèques sombres, à déchiffrer une langue morte sur des copies de papier jauni et qui, soudain, se retrouve dans le pays où les murs eux-mêmes lui parlent. Le 18 août 1828, Jean-François Champollion débarque enfin à Alexandrie. À 37 ans, le petit garçon de Figeac réalise le rêve de sa vie. Il ne vient pas en touriste ni en conquérant, il vient en fils prodigue qui rentre à la maison. Accompagné d'une expédition franco-toscane, Champollion s'enfonce dans les terres du Nil. Pour se fondre dans le paysage et échapper aux préjugés, il adopte le costume local. Il porte le turban, la longue robe de soie et laisse pousser sa barbe. Mais le véritable choc n'est pas vestimentaire, il est spirituel. Lorsqu'il arrive devant les temples de Dendera ou d'Edfou, l'émotion est si forte qu'il manque de s'évanouir. Là où les voyageurs précédents ne voyaient que des curiosités barbares ou des décors exotiques, Champollion lit. Il lit les colonnes, les plafonds, les socles des statues, comme on parcourt le journal du matin. Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi, écrit-il à son frère. La scène la plus frappante se déroule dans la grande salle hypostyle de Karnak. Sous la lueur des torches, au milieu de cette forêt de colonnes gigantesques, Champollion identifie les cartouches de Séti Ier et de Ramsès II. Il explique à ses compagnons ébahis les scènes de bataille, les rituels d'offrande et les généalogies divines. Pour la première fois depuis 1500 ans, un être humain comprend le sens profond de ces pierres. Les guides locaux et les fellahs le regardent avec une crainte superstitieuse. Cet Européen aux yeux fiévreux semble réveiller les fantômes du passé. Mais ce voyage est aussi un choc brutal. Champollion découvre l'ampleur des destructions. Partout, les monuments sont pillés, les obélisques brisés pour construire des usines à sucre, les momies brûlées pour servir de combustible.
Il entre dans une rage folle contre ce vandalisme qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Il passe ses nuits à copier, dessiner, répertorier, dans une course effrénée contre l'oubli. Il veut tout sauver, tout noter avant que le temps et l'ignorance ne l'effacent. Pourtant, le désert est une maîtresse cruelle. La chaleur est insupportable, les tempêtes de sable irritent deux de ses poumons déjà fragiles, et la dysenterie le guette. Champollion s'épuise, ne dormant que quelques heures par nuit sur le sol dur des tombeaux. Il sent que son temps est compté, qu'il a forcé la porte de l'éternité, mais que le prix à payer sera lourd. Dans le silence des nécropoles de Thèbes, une pensée commence à le hanter. L'Égypte lui a donné ses secrets, mais elle ne le laissera peut-être pas repartir indemne. L'homme qui a rendu leur nom au roi de Thèbes est en train de devenir, lui aussi, une ombre. À la fin de l'année 1829, Jean-François Champollion quitte enfin la terre d'Égypte. Mais le voyageur qui s'embarque pour la France n'est plus le jeune homme fougueux parti 18 mois plus tôt. Il est émacié, ses cheveux ont blanchi, sa peau est tannée comme un vieux cuir et ses jambes le portent à peine. Le désert a livré ses secrets, mais il a dévoré la santé de son conquérant. De retour à Paris, Champollion est accueilli en héros national. Le roi Charles X le nomme conservateur des collections égyptiennes du Louvre, puis Louis-Philippe crée pour lui la toute première chaire d'égyptologie au Collège de France. C'est la consécration suprême. Pourtant, dans son cabinet de travail, l'ambiance est funèbre. Jean-François sait que l'horloge de sa vie s'est emballée. « Dépêchez-vous » crie-t-il sans cesse à ses dessinateurs et à son frère. « Le temps me manque et j'ai encore tout un monde à organiser. » Sa mission est désormais de transformer ces milliers de notes prises sur le terrain en un système scientifique cohérent. Il jette les bases de sa grammaire égyptienne et de son dictionnaire. C'est une course contre la montre épique. Entre deux quintes de toux et des crises de gouttes atroces, il dicte, corrige, dessine. Il veut que son œuvre soit si parfaite, si étayée, que personne ne puisse plus jamais contester la réalité de sa découverte. Il se sait entouré d'ennemis qui attendent dans sa chute pour enterrer ses théories avec lui. En décembre 1831, il prononce sa leçon inaugurale au Collège de France. Sa voix est faible, mais ses paroles sont des éclairs. Il parle de l'Égypte, non pas comme d'un cadavre, mais comme d'une leçon de vie pour l'humanité. Ce sera son dernier triomphe public. Quelques semaines plus tard, une première attaque d'apoplexie le terrasse. Puis une deuxième. Le génie est cloué au lit, paralysé. Le 4 mars 1832, à seulement 41 ans, Jean-François Champollion rend son dernier souffle dans les bras de son frère Jacques-Joseph. Ces derniers mots sont un murmure d'inquiétude pour ses manuscrits. Est-ce que tout est là ? Est-ce que rien n'est oublié ? Il meurt épuisé, fauché en pleine gloire, laissant derrière lui une œuvre immense, mais inachevée. À cet instant, le monde croit avoir perdu le seul homme capable de parler au pharaon. Mais ce que ses contemporains ignorent, c'est que la semence est déjà plantée. La mort de Champollion n'est pas une fin, c'est le début d'une immortalité que personne, pas même le temps, ne pourra plus effacer. Le 6 mars 1832, un modeste cortège traverse les rues de Paris sous une pluie fine pour mener Jean-François Champollion à sa dernière demeure au cimetière du Père-Lachaise. Il n'y a pas de foule immense, pas de funérailles nationales. Pourtant, dans le silence de ce matin d'hiver, une civilisation entière vient de perdre son seul interprète. L'homme est mort, mais le miracle, lui, est bien vivant. Les pierres du Nil ne se tairont plus jamais. C'est alors que surgit, une dernière fois, la figure héroïque de Jacques-Joseph, le frère aîné. Brisé par le chagrin, il se fixe une ultime mission. Achever l'œuvre de Jean-François. Pendant des années, avec une patience de scribe, il rassemble les notes éparses, les brouillons raturés, les croquis fiévreux tracés dans les tombeaux de la vallée des rois. En 1836, la grammaire égyptienne est enfin publiée, suivie du dictionnaire. Ce n'est pas seulement un livre, c'est l'acte de naissance définitif d'une science. Grâce à ces pages, n'importe quel chercheur peut désormais apprendre à lire les hiéroglyphes. Le secret n'est plus la propriété d'un génie solitaire, il appartient à l'humanité. Le triomphe posthume de Champollion éclate aux yeux de tous le 25 octobre 1836. Ce jour-là, devant 200 000 Parisiens médusés, l'obélisque de Luxor est érigé au centre de la place de la Concorde. Ce monolithe de granit de 230 tonnes, offert par Méhémé Ali, est le symbole éclatant de la victoire de Jean-François. Alors que le monument s'élève vers le ciel de Paris, le peuple comprend que l'Égypte n'est plus une terre de légendes bibliques, mais une part de notre propre histoire. Champollion a fait bien plus que déchiffrer un code. Il a rendu leur dignité et leur humanité à des millions d'hommes et de femmes dont les noms avaient été effacés par le temps.
Il a prouvé que la pensée humaine, même figée dans la pierre pendant des millénaires, reste universelle. Aujourd'hui, chaque fois qu'un visiteur s'arrête devant un papyrus au Louvre ou qu'un archéologue exhume un nouveau cartouche dans le sable du désert, c'est l'esprit de l'enfant de Figeac qui l'accompagne. Ah. L'aventure commencée par un petit garçon devant une pierre noire à Rosette se poursuit encore. Car si Champollion a ouvert la porte du passé, il nous a aussi laissé un avertissement. Une civilisation ne meurt vraiment que lorsque sa langue s'éteint. Et grâce à lui, les pharaons sont désormais immortels. Mais tandis que le monde célèbre le déchiffreur, une question demeure. Quels autres secrets dorment encore sous le sable, attendant celui qui osera, à son tour, faire parler l'impossible ?